Bientôt 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Tous partagent un même sentiment qui est presque une raison de vivre, l'amour. Car chez l'être humain, l'instinct de reproduction qui assure la survie de l'espèce s'est changé en sentiment. Cette pulsion biologique explique-t-elle encore ce qui nous pousse l'un vers l'autre? L'amour nous apparaît bien plus complexe et mystérieux, quelle que soit notre culture ou notre âge. À chaque fois, notre cœur s'emballe, notre corps s'enflamme. Que se passe-t-il en nous? Aujourd'hui, les sciences nous permettent d'explorer les coulisses de l'amour. Quand on s'intéresse à l'aspect scientifique de l'amour, en première représentation, on se dit c'est la neurobiologie, c'est l'imagerie, c'est les neurologues qui vont nous apprendre ce qu'il y a dans le cerveau. En réalité, maintenant, on sait que pour comprendre quelque chose au sentiment amoureux, il faut intégrer des données provenant de sciences différentes. Et on peut comprendre quelque chose au développement du sentiment amoureux qu'en tenant compte des données des sciences dures, par exemple la génétique. Nos comportements amoureux sont en partie déterminés génétiquement, mais aussi par le fonctionnement cérébral, qui est maintenant bien éclairé. Mais l'on doit tenir compte de ce que nous apportent les travaux des psychologues, les travaux des psychanalystes, les travaux des sociologues et les travaux des éthologues. Pour découvrir les mécanismes secrets du sentiment amoureux, nous allons vous raconter l'histoire de cette jeune femme, Juliette. En ce moment, Juliette a une liaison amoureuse avec ce garçon, Bastien. Elle est guide dans un musée et lui PDG d'une entreprise de sécurité. Assurément ce qu'on appelle un beau parti. On a voulu montrer le caractère sacré de l'amour à travers ce couple qui semble seul au monde. Pour Juliette, les flèches de Cupidon, dieu de l'amour, ont visé juste. Enfin, apparemment. Car ce petit dieu ailé est connu pour avoir plus d'une corde à son arc. En suivant l'histoire de Juliette, nous allons pénétrer dans le corps amoureux par la magie de l'image de synthèse. En décryptant ses réactions physiologiques et biochimiques, nous allons explorer le plus fascinant des sentiments humains. Et tout d'abord tenter de percer un premier secret. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Hasard, décision ou nécessité biologique? Qu'est-ce qui nous attire? Qu'est-ce qui préside au choix d'un partenaire amoureux? Ça te plaît? C'est ta future maison? Et surtout la nôtre. Enfin, si tu veux. Tu me demandes de vivre avec toi, là? Ouais. Allez, viens. Tu réponds pas? Bah, c'est facile, tu dis oui ou non. 1000 pensées envahissent Juliette. C'est l'occasion pour nous de faire aussi une visite, celle du centre de commandement de son corps, le cerveau. Car en dépit de ce que nos sensations peuvent nous laisser croire, bien plus que le sexe ou le cœur, c'est l'organe essentiel, le moteur de l'amour. Le psychiatre Michel Reynaud explore les mécanismes cérébraux qui déclenchent et régissent le sentiment amoureux. Pour comprendre quelque chose à notre fonctionnement amoureux, il faut savoir que même si ça peut choquer, tout sentiment s'appuie sur un fonctionnement cérébral et sur des réseaux neuronaux. Tout le monde accepte que notre intelligence, notre mémoire s'appuie sur des réseaux neuronaux. Il est plus difficile, parce que c'est plus sacré et intime, de se dire « mon sentiment amoureux, mes émotions ont une base biologique ». Allez, viens, continue. Alors, pour comprendre, il faut bien se rappeler cette notion qui est, je crois, assez classique, qui est que nous avons 3 cerveaux. C'est une façon un peu simple de dire les choses, mais on a un cerveau des sensations, qui est celui qui, comme c'est le cerveau reptilien, celui qui nous fait agir et réagir en fonction des sensations extérieures et de la situation extérieure. C'est le cerveau le plus archaïque. Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Tu t'es fait mal? La douleur que vient de ressentir Juliette est traitée par son cerveau reptilien et l'information aussitôt transmise à un second niveau cérébral.
Après, on a un cerveau émotionnel que l'on retrouve chez les mammifères, chez les animaux familiers, qui ressentent des émotions, qui ont une mémoire, enfin une mémoire élaborée, qui est ce qu'on appelle le cerveau limbique. Et puis, ce qui caractérise l'être humain, c'est le développement du néocortex, du cerveau le plus développé. Viens par ici. Qui nous permet d'anticiper, d'avoir des valeurs morales, d'intégrer les systèmes sociaux, de parler, d'échanger et d'avoir des émotions complexes. Ton jardin. Dans le sentiment amoureux, et dans le plaisir amoureux, dans la souffrance amoureuse, sont mis en jeu ces 3 niveaux cérébraux. Bienvenue chez toi. Hein? Bienvenue chez moi. Ah. Donc, premier acte, j'ai une sensation positive ou négative. Deuxième acte, j'ai une émotion positive ou négative qui se met en route à ce moment-là dans ce cerveau limbique et qui s'intègre dans notre mémoire. Et troisième acte, troisième niveau, j'ai un sentiment dont je peux parler, sur lequel je peux réfléchir et que je peux moduler, qui prend pour moi une énorme importance. Et tout ça, c'est le cortex préfrontal qui s'allume aussi dans le sentiment amoureux. Alors, c'est oui. Oui. Ça, c'est pour toi. Bah alors, on devait déjeuner ensemble, tu m'as encore oublié. Mais non, maman. Tu ne me présentes pas? Bastien, maman. C'est vous le fameux Bastien qui travaille dans la sécurité? Oui, c'est moi. La chance que t'as! Waouh! Bastien, vous m'avez tout l'air de l'homme idéal! La bague de fiançailles, le cadeau emblématique. Bastien a bien joué. Amour et cadeau vont de pair, depuis toujours. Comme l'a constaté cet auteur d'une histoire de la conquête amoureuse. Le cadeau est sans doute une des plus anciennes formes de la conquête amoureuse. C'est le plus simple, on demande quelque chose à une jeune fille et donc on lui donne quelque chose en contrepartie. La plus ancienne forme de cadeau que l'on trouve, c'est au père, pour obtenir la main de sa fille. Au Moyen-Âge, on est arrivé à des cadeaux symboliques, ce qu'on appelait des jouelets, des babioles, des cadeaux qui soit avaient un pouvoir évocateur important. La bague est le plus évident parce que c'est un cadeau d'engagement. Mais c'est bien la preuve qu'il m'aime, non? Ou des cadeaux qui ont une valeur sexuelle importante, mais ça c'est plutôt dans les milieux populaires. La pantoufle, parce que le pied est une métaphore du sexe masculin et féminin, et trouver chaussure à son pied, l'expression nous est restée. Donc la pantoufle est un engagement très fort de la part d'un jeune homme. Des fruits, parce que les fruits sont des promesses de fécondité. Et petit à petit, on est arrivé à des cadeaux qui représentent la personne et donc qui engagent vraiment la personne. Donner une mèche de cheveux, par exemple, c'est donner une partie de soi-même et donner son portrait, donner la photographie, à partir du 19e siècle, engage véritablement, c'est donner une partie de soi-même. La meilleure amie de Juliette est une jeune neurobiologiste, Émilie. Très méfiante envers Bastien, elle considère comme sa mission d'ouvrir les yeux de Juliette à son propos et prend régulièrement à témoin son collègue, Selim. Il faut qu'elle regarde la vérité en face, là, non? Elle se trompe avec Bastien. Attends, tu veux dire qu'elle l'aime pour son argent? Mais non, non, elle doit penser qu'elle l'aime vraiment, mais... En fait, oui, si. Elle l'aime pour son fric. Enfin, son fric. Quoi, son statut social. L'avenir confortable qui va avec. Bon, j'ai faim, moi, hein? Attends, je viens avec toi. Selon une enquête menée dans 33 pays différents, en matière de choix, les femmes sont plus exigeantes que les hommes. L'enquête dont parle Selim a été réalisée dans les années 80 par un spécialiste américain de psychologie évolutionniste.
Cette discipline veut décrypter nos comportements actuels à la lumière de l'évolution de notre espèce. David Buss a voulu connaître les qualités recherchées en priorité par les hommes et les femmes chez un possible partenaire amoureux. Son étude a été réalisée avec un réseau de 50 correspondants scientifiques sur les 5 continents et un questionnaire traduit dans une trentaine de langues. Il y a eu 3 groupes de résultats. D'abord, nous avons trouvé des critères qui étaient valorisés de façon très variable selon les cultures. Par exemple, la chasteté, la virginité. Ça allait de la Chine, où les hommes considèrent la chasteté de leur partenaire comme extrêmement importante, jusqu'à la Suède, qui n'accorde presque aucune valeur à cela. Deuxièmement, nous avons trouvé des qualités qui étaient universellement souhaitées par les 2 sexes. Tout le monde veut un partenaire gentil, compréhensif, intelligent, en bonne santé avec un bon caractère. Donc, de façon sans doute peu surprenante, personne n'a envie d'un partenaire stupide et bourré de maladies. Mais c'était important de vérifier ça. Enfin, troisièmement, nous avons trouvé des différences entre les sexes valables universellement, et ça a été le plus controversé, parce que les gens ne s'y attendaient pas. D'abord des qualités que les hommes valorisent plus que les femmes, et il y en a 2. L'une est l'importance qu'ils accordent à l'apparence physique, la beauté, l'attractivité. Partout, les hommes accordent une grande importance à ça. Les femmes ne s'en moquent pas, elles y accordent aussi de la valeur, mais les hommes y attachent encore plus de valeur. Et second critère, la jeunesse. Les hommes veulent une partenaire plus jeune qu'eux, c'est universel. C'était prévisible car l'apparence physique fournit une masse d'informations sur la santé et la fécondité. Donc des éléments comme une peau douce, des lèvres pleines, des cheveux brillants, ce sont des signes de fécondité, de bonne santé et de fécondité. Et d'un point de vue évolutionniste, nous sommes tous les descendants d'hommes qui ont eu une préférence pour des femmes fécondes. En revanche, les femmes montrent une plus grande préférence pour de bonnes perspectives financières, des ressources et pour les qualités qui conduisent à cela, comme l'ambition, la ténacité, la capacité de travail et le statut social. Tu verrais cette maison, elle est... Bah écoute, c'est vraiment bien ici. Mais qu'est-ce que t'as, Juliette, là? Dès que tu parles de Bastien, on dirait que t'es comme une gamine devant le Père Noël. C'est pas possible, hein. Cette tendance féminine est logique sur le plan de l'évolution, à cause de la différence biologique entre les sexes en ce qui concerne la reproduction. Une femme doit passer par une grossesse de 9 mois pour avoir un unique enfant. Elles s'investissent plus personnellement pour avoir cet enfant, alors que les hommes se reproduisent par un simple acte sexuel. Évidemment, comme les femmes ont désormais accès aux ressources financières dans notre société moderne, elles travaillent, elles ont de bons jobs, elles n'ont plus besoin d'hommes riches. C'est vrai, mais les préférences s'expriment pourtant. Ainsi, on voit que les femmes qui ont les plus hauts postes n'ont aucune envie d'épouser un type qui retourne les steaks chez McDonald's. Elles veulent épouser quelqu'un qui a au moins autant de revenus qu'elles, sinon plus. Donc ces préférences héritées de l'évolution continuent de s'exprimer, même si les gens n'aiment pas ça ou ne veulent pas y penser, elles opèrent toujours. Ce que je veux dire, c'est que les femmes attachent plus d'importance que les hommes aux critères bonne perspective financière, sauf chez les Zoulous d'Afrique du Sud. Les Zoulous? Ça a été la seule exception sur 37 cultures. Mon collaborateur de recherche Zoulou m'a expliqué que selon lui, c'était parce que dans la culture Zoulou, les femmes sont en charge de la construction des abris, de s'occuper du bois pour le feu et de l'eau, alors que les hommes vont en général travailler en ville. Donc il m'a dit qu'un homme qui épouserait une femme pas très travailleuse serait en grande difficulté, parce que les bases de la vie quotidienne du foyer ne seraient pas assurées. Ce soir, Bastien a invité Juliette et Émilie à célébrer la réussite de son entreprise de sécurité. Ce genre de festivité, comme les soirées entre amis ou en boîte de nuit, est souvent l'occasion pour les couples de se former.
Les circonstances et les critères sociaux qui mènent à la constitution des couples ont été étudiés en France par ce sociologue et comparés avec de précédentes études sur le sujet. Pour lui, on ne choisit pas son futur conjoint, on le découvre. Et cette découverte est très guidée socialement, notamment par les lieux de rencontre. Il y a 50 ans, 3 ou 4 lieux de rencontre expliquaient environ les 3/4 des rencontres. Par exemple, le bal, les rencontres de voisinage, le lieu de travail et des rencontres à travers la famille. Donc on voit qu'il s'agissait d'une rencontre du conjoint qui était quelque chose d'assez sérieux, où la génération adulte était assez présente. Le milieu des adultes observait un petit peu ce qu'il se passait, quelquefois arrangeait les choses. Et en tout cas, ça se passait dans un milieu d'interconnaissance assez rapproché. Le plus ancien lieu de rencontre, par exemple, que l'on va retrouver non seulement dans la Bible, mais dans la tradition gréco-romaine et jusqu'au Moyen-Âge, c'est la fontaine. Parce que parmi les tâches ménagères, la femme doit aller puiser de l'eau au puits, à la fontaine, et c'est là que se font les rencontres amoureuses. Aujourd'hui, ça peut nous sembler un peu désuet, mais les comportements qui sont mis en œuvre lorsque l'on rencontre une femme à un puits sont grosso modo les mêmes que ce qui se passerait autour d'une machine à café aujourd'hui, dans une entreprise. Donc les lieux changent, mais les comportements restent à peu près semblables. Et donc, depuis l'Antiquité romaine, au moins, les lieux de foule sont de grands lieux de drague. Des lieux un peu plus surprenants, par exemple l'église est un lieu de rencontre extrêmement important durant tout le Moyen-Âge et l'époque classique, à une époque où tout le monde devait aller à la messe. Les esprits les plus libertins fréquentaient l'église autant que les dévots les plus pieux. Et là, c'était un des rares endroits où l'on pouvait approcher une fille et lui faire passer discrètement des messages que l'on glisse dans le coudoir d'un siège ou la fente d'un siège où une jeune fille va s'asseoir.